Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici, Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Nous vous avons préparé un extrait de 1986. C'était une année chargée pour l'industrie du film. Création du studio Pixar, les yeux étaient braqués sur Tom Cruise dans le rôle de Maverick pour le premier Top Gun. James Cameron révélait l'un des films d'anticipation les plus importants, Aliens. Mais ce dont débattait la Chambre était loin de la science-fiction. Écoutez. Des ministres et les répliques à ces dernières. Nous passons maintenant aux questions orales. Le leader de l'opposition. Ma question s'adresse au ministre de l'Industrie et du Commerce. Il a eu, semble-t-il, une réunion d'une demi-heure avec les représentants de Goodyear. Il semblerait que ces réunions n'ont pas abouti. Je me demande si, étant donné les circonstances, il pourrait indiquer quelle est la situation des profits et des pertes de cette situation, de la compagnie, donc, pour que la ville de Tobico puisse savoir à quoi s'en tenir. Merci, Monsieur le Président. Premièrement, ce qu'on a indiqué dans les journaux n'était pas juste. C'était pas une demi-heure, mais c'était presque 1h03, et c'était dans l'édifice Hearst et pas dans l'édifice Mowat, comme on l'a indiqué. À l'ordre, à l'ordre. Le leader de l'opposition avait une question quant à la rentabilité de l'entreprise. Hier, ou plutôt lundi, on en a parlé, et la rentabilité de cette compagnie en 85 était fort basse, étant donné de la grève à Valleyfield. Déjà, hier, on en a parlé, et la représentant de la compagnie de Akron, Ohio et du Canada nous a indiqué que cette usine, en particulier, n'est pas rentable. Supplémentaire. J'aimerais rappeler au ministre que ma question ne relevait pas de la question de la rentabilité de la compagnie, mais plutôt de la question de l'usine. Et enfin, à la fin de sa réponse, le ministre indique que les représentants de l'usine ont indiqué que l'usine n'était pas rentable. J'aimerais indiquer qu'après plusieurs coups de fil avec les syndicats et autres représentants, qu'en fait, l'usine est rentable. Ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes en mesure de dire qu'aujourd'hui, presque une semaine après qu'on ait annoncé la fermeture, après les négociations que vous avez eues avec la compagnie, vous-même et le ministre du Travail, que vous n'êtes pas en mesure d'indiquer à la Chambre de façon définitive quelle est la situation profitable ou non profitable vis-à-vis de cette compagnie? Comme j'ai indiqué, cette question a été posée hier au cadre supérieur de la compagnie et on nous a indiqué que l'usine n'était pas rentable. J'aurais demandé de nous fournir les déclarations financières ou les états financiers. On a décidé de ne pas le faire et j'ai dit que peut-être ce serait une bonne idée de le présenter au comité des comptes publics et qu'on leur réclamerait cette information s'ils n'étaient pas prêts à la divulguer. Eh bien, Monsieur le ministre, au fil des années ou au fil des ans, beaucoup de ministres ont eu affaire avec une situation où une usine fermait et dans toutes les circonstances, les compagnies étaient prêtes à remettre leur état financier pour divulguer leur rentabilité et non-rentabilité. Est-ce que vous êtes prêt à nous dire qu'après une réunion de 1h03, votre personnel et vous-même étaient si peu efficaces que vous n'étiez même pas en mesure d'obtenir la situation financière de cette usine qui a quelques 1500 employés? Comment allez-vous aider ces travailleurs si vous n'êtes même pas en mesure d'obtenir les données de base pour travailler et de pouvoir remédier à cette situation? Le ministre, il est très difficile de voir que vous représentez le leader de l'opposition. Ici, on voit un leader d'opposition qui a demandé un débat d'urgence et vous n'étiez même pas présent à ce débat d'urgence.
Et le député d'Oshawa a même été obligé de demander le quorum parce qu'il ne restait plus que député. Alors franchement, quel est votre vrai intérêt à cette situation? Je vous demande, êtes-vous vraiment intéressé? Moi, je puis vous dire que pour ce qui est des renseignements concernant la probabilité ou la non-probabilité de cette compagnie, ou la rentabilité, pardon, on demandera à ce que le comité puisse l'examiner. Vous n'avez rien du tout. Vous ne savez pas du tout quoi faire. Nouvelle question, le leader de l'opposition. Votre parti voulait débattre des questions d'orientation sexuelle. Et voilà vos priorités de votre parti. Ma question s'adresse au ministre des Affaires culturelles et communautaires, ou sociales et communautaires, pardon. Et d'après nos renseignements, et je crois que le ministre dispose de ces renseignements, que dans la question de la Halton Centennial Manor, qui est un foyer pour personnes âgées, on a indiqué qu'il y a 320 résidents qui n'ont pas de salle de bain, que souvent il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de porte à ces salles de bain, et que souvent il y a des mélanges entre la lessive propre et sale, et il y a également d'autres problèmes. Je me demande si le ministre peut nous indiquer ce que le ministre a fait pour remédier à cette situation dont souffrent 320 résidents. Le leader de l'opposition, Monsieur le Président, doit être bien au courant que la pratique courante pour les maisons pour les personnes âgées dans cette province n'était pas conçue pour que les résidents aient des chambres privées ou même semi-privées. Le député sera au courant aussi que le gouvernement a lancé un programme de 75 millions de dollars pour les rénovations affectées aux maisons ou plutôt aux foyers pour personnes âgées de cette province. Récemment, nous avons pu inaugurer officiellement Kittling Acres, où toutes les chambres de 4 et 6 lits ont été converties en chambres de 2 lits. Et chacune de ces unités avait une salle de bain et il existe un mur entre. Donc, nous sommes en train de rénover ces installations qui faisaient en fait partie de notre héritage en quelque sorte. Et nous avons l'intention de faire quelque chose pour Centennial Manor aussi. Oui, ce sont là des propos fort louables, mais les quelques 320 personnes âgées n'ont pas beaucoup d'aide. Ces personnes vivent dans une maison ou plutôt dans des installations qui sont très dangereuses à l'égard de chances d'incendie. En plus, ils sont obligés de manger dans les couloirs parce qu'il y a trop de monde dans les salles à manger et la situation s'empire. Il semblerait que dans certains édifices, il y a tellement de gaz émanant des égouts qui s'en dégage une odeur très forte et très nauséabonde. J'aimerais donc savoir combien de personnes âgées vivent dans une situation si dangereuse et si insalubre. Est-ce qu'il a l'intention de faire quelque chose ou de laisser les choses telles qu'elles sont? Monsieur le Président, dans la mesure où il y a des besoins urgents, nous faisons quelque chose pour ces besoins urgents et nous continuons à le faire. Mais j'aimerais demander à l'honorable député quelle serait sa liste de priorités. Ce ministère a une liste de priorités. Nous avons par exemple des maisons qui se font rénover et beaucoup de ces rénovations sont effectuées dans les circonscriptions de vos députés. La deuxième chose que j'aimerais indiquer à l'honorable député, c'est que chacun des foyers municipaux dispose d'un conseil. Et ce conseil doit faire rapport au conseil municipal. Et ce dernier travaille étroitement avec notre ministère. Et l'on discute de certains problèmes, en particulier du danger de feu que l'on retrouve dans les foyers. Ce conseil de gestion
a une responsabilité dans certains de ces domaines. Notre ministère en a aussi et nous travaillons en étroite collaboration. Dernière supplémentaire, j'aimerais indiquer au ministre, comme on a indiqué hier, on ne peut pas nier le fait que l'Assemblée vous rend responsable pour la situation qui prévaut dans les foyers. Et c'est vous donc qui êtes responsable de la situation de ces foyers. J'aimerais indiquer au ministre qu'il y a beaucoup de foyers en Ontario qui ont des situations encore plus précaires que celle-ci, des personnes âgées qui risquent des situations encore plus dangereuses à l'égard du feu ou encore plus précaires pour ce qui est des salles de bain. Le ministre, est-ce qu'il pourrait nous dire si il est d'accord ou pas avec moi et que, dans le fond, il s'agit d'une situation urgente et pourquoi donc est-ce qu'il ne fait pas quelque chose tout de suite pour répondre aux besoins de ces personnes? Monsieur le Président, l'honorable leader est au courant du fait qu'il y a 184 foyers pour personnes âgées dans l'Ontario. 94 relèvent des municipalités et à peu près 90 relèvent d'œuvres de charité. Par conséquent, il est fort possible qu'il y a d'autres foyers qui ont des besoins encore plus pressants que ceux que vous avez décrits. Et il me semblerait que d'après notre liste de priorités, ceci sera reflété. Maintenant, pour ce qui est de cas que vous venez de citer, je suis tout à fait prêt à ce que mon personnel et moi-même examinons cette situation et je suis tout à fait prêt à suggérer aux leaders de l'opposition qu'au niveau local, les conseils examinent ce qui se passe. Et j'aimerais d'ailleurs rappeler aux leaders de l'opposition que jusqu'en 1972, lorsque l'ancien gouvernement était au pouvoir, il n'y avait pas beaucoup d'inspections de ces foyers. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement a cru bon de décréter que ce n'était pas au gouvernement de mener ces enquêtes, mais plutôt aux conseils qui ont été faits avec l'approbation et l'accord donc du gouvernement. Mon ministère a proposé une étude de la responsabilité de divers systèmes sociaux, en particulier des foyers pour personnes âgées. Et lorsque les besoins sont là et qu'il faudra en faire, ces changements seront effectués. Nous n'échappons pas à nos responsabilités. Nouvelle question, alors, de député de York Sud. La route vers Damas commence à ressembler beaucoup au Don Valley Parkway à 5 heures d'après-midi. Ma question au leader s'adresse au ministre, à un ministre donc, et j'aimerais indiquer que le ministre du Commerce n'a pas effectué de déclaration concernant les exportations de bois et de la situation de Goodyear. Sans parler de la négociation qui a fonctionné ou pas à la conférence des premiers ministres. J'aimerais poser une question au ministre du Commerce. S'il peut nous l'indiquer, il saura qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour ce qui est des appels auprès des tribunaux. J'aimerais demander au ministre si c'est l'intention du gouvernement, étant donné toute la rhétorique, toutes les déclarations et tout ce que nous avons entendu au cours des derniers temps, sans parler de la question des 10 % qui ont été concédés, mais j'aimerais demander au ministre si c'est l'intention du gouvernement de continuer à se battre sans relâche vis-à-vis de ces questions. Monsieur le Président, je remercie le député de sa question. Il est dommage que le leader de troisième parti n'ait pas pu lui aussi être en l'Ouest pour voir avec quelle hardiesse le premier ministre a su se battre pour les droits ou les intérêts des Ontariens. Rappel au règlement. Rappel au règlement. Nous n'avons pas été invités, ni moi-même, ni le leader de l'opposition. Il est dommage que vous n'avez pas été là. Et pour répondre à la question du leader, oui, nous allons continuer à œuvrer dans l'intérêt de l'industrie en Ontario.
Le député de Algoma a une supplémentaire. Oui, merci, Monsieur le Président. Le ministre n'a pas tiré au clair cette question, à savoir si l'Ontario a l'intention de interjeter appel auprès des tribunaux. Si l'on voit ce qui s'est passé ou ce que pense le gouvernement de la Colombie-Britannique et du Québec, est-ce que le ministre sait comment il va falloir compenser ces augmentations d'assises de 15 que ce soit en frais de coupe, des frais supplémentaires, ou est-ce que c'est une combinaison des deux? Est-ce qu'il pourrait répondre à ces deux questions? Premièrement, Monsieur le Président, j'aimerais indiquer que nous avons engagé la firme de Hogan & Hearts de New York qui nous représentera auprès des États-Unis, et ce seront donc les personnes qui vont représenter l'Ontario là-bas à Washington. Et quant à savoir 10 15 tout pourcentage sera traité, nous avons indiqué que nous étions en mesure de le combattre et que nous n'étions pas du tout d'accord avec ce genre d'imposition. Le député de Nickel Belt. J'aurais aimé que le ministre réponde à la question de mon collègue. Le ministre saura que tout récemment, il y a eu au nord de Sault Ste. Marie, Terrace Bay, hier soir, donc des personnes qui ont été congédiées. La plus grande scierie de l'Ontario a été fermée. Le ministre doit certainement comprendre que ceci pourrait être juste le début d'une situation, que dans le fond, les États-Unis ne sont pas du tout satisfaits de 15 de tarifs, mais ils voudraient 20 ou même plus, et que dans le fond, on pourrait être maintenant au début d'une ère de fermeture massive d'usines, et que dans le fond, nous avons deux Ontarios, une Ontario du Nord et une Ontario du Sud, et j'aimerais savoir si le ministre a un plan pour traiter de ces licenciements qui existent en Ontario. Oui, déjà, j'ai été fort occupée, comme j'ai indiqué auparavant, par des situations de congédiement et de fermeture. Mon personnel et moi-même et le ministre des Richesses naturelles œuvrons ensemble pour faire ce qu'il nous est possible de faire, car nous ne pouvons pas être d'accord avec un pourcentage quel qu'il soit de tarifs. Nous devons absolument nous battre et nous défendre, et nous avons l'intention de le faire auprès des tribunaux. Nouvelle question, le député de Scarborough-West. Nouvelle question. J'ai une question qui se pose au ministre des Affaires sociales et communautaires. J'ai trois situations hypothétiques qui, dans le fond, montrent qu'il y a certaines décrépitudes dans le système social. Premièrement, prenons le cas d'une fille de 14 ans, Sandra, et un garçon de 10 ans, Adam, qui vivent avec des parents nourriciers, et on devrait donc obtenir 135 $ par mois pour Sarah et 440 $ par mois pour un, donc 535 et 435. Or, la mère ne recevrait que 115 $, la mère naturelle, donc pour la même chose. Le père qui aurait été accidenté recevra moins de 100 $ par mois en plus en titre de compensation. Étant donné les tarifs pour les parents nourriciers, manifestement, ces coûts qui sont simplement pour les soins des enfants, comment est-ce que les parents naturels peuvent faire le même travail que les parents nourriciers avec 5 seulement 5 de moins que les parents nourriciers? L'honorable député saura que le programme pour les parents nourriciers a un rôle bien précis, c'est-à-dire d'encourager d'autres familles à accepter au sein de leur foyer des enfants qui ne sont pas les leurs. Cela tient compte également du fait que beaucoup de ces enfants ont des besoins bien particuliers et que ces besoins ne peuvent pas être pris en considération dans leur propre famille, parce que si on pouvait en tenir compte dans leur propre famille, ils ne devraient pas aller dans des foyers nourriciers. Par conséquent, nous offrons des mesures financières à ces familles nourricières. Il faut tenir compte du fait qu'il ne s'agit pas de leurs enfants et qu'il y a des besoins spéciaux bien au-delà de la nourriture et des vêtements.
Et il faut également tenir compte du fait qu'ils font une contribution à la société, contribution qui est beaucoup plus importante ou plus grande que la contribution que fait un parent naturel. Nous avons créé le comité George Thompson. Cela suffit peut-être pas et d'autres mesures prises à l'égard de ce genre de situation ne suffisent peut-être pas encore, mais je crois qu'il y a certainement une distinction à faire entre le rôle d'un parent nourricier et d'un parent naturel pour ce qui est de la responsabilité des enfants. Supplémentaire. Monsieur le Président, je crois qu'on voit que dans le fond, il s'agit simplement des coûts que l'on peut imputer à l'enfant et certainement pas pour d'autres coûts spéciaux. Lorsque vous avez fait votre déclaration concernant le niveau taux, vous avez indiqué que la nouvelle déclaration montre qu'on agit tout de suite, tout en examinant la situation. Je suis de cet avis, monsieur. Daniel est un homme de 66 ans. Le gouvernement provincial lui donne 727 $ par le truchement d'un programme. Il a un ami de 59 ans qui habite des maisons subventionnées de Toronto. Il est aveugle et cet homme touche seulement 458 $. Et s'il vivait dans un édifice qui coûtait plus cher, il toucherait de l'ordre de 605 $. Il recevrait entre 300 et 448 $ en plus au maximum. Comment est-ce que vous avez là? Pouvez-vous expliquer que si l'un vive sur 727, que l'autre vive avec 458 $? Pourquoi n'ont-ils pas les mêmes besoins et pourquoi n'ont-ils pas donc les mêmes revenus? Monsieur le Président, l'honorable député a déjà plusieurs fois, et à juste titre du reste, attiré notre attention sur la différence entre les revenus offerts aux personnes âgées de notre société et aux personnes handicapées. Et encore une fois, voilà la distinction qui nous rappelle. J'aimerais attirer l'attention du député ici au fait que si on offre plus d'argent aux personnes âgées, c'est grâce à une subvention du gouvernement fédéral. Et les décisions que prend le gouvernement fédéral concernant les personnes âgées, c'est une décision qui leur incombe à eux. Et moi, je ne suis pas contre. Mais il existe une différence. Cependant, nous avons essayé, à chaque fois qu'il nous est possible, de réduire l'écart qui existe entre les personnes âgées et les personnes handicapées. Et maintenant, cet écart est bien en deçà de ce qu'il était lorsque nous avons pris le pouvoir. Et tout récemment, j'ai indiqué dans l'augmentation des prestations que cet écart, encore une fois, a été réduit. J'ai pu indiquer aux députés que je reconnais qu'il existe un problème et je tiendrai compte de ce qu'il a dit. Nous allons réduire l'écart. Dernière supplémentaire. Vous avez la juridiction de prendre des mesures. Je suis surpris que vous n'avez pas fait encore. Dernière question supplémentaire. Le père de Karen et Rachel reçoivent des prestations temporaires de la Commission des accidents de travail. Cela s'élève à 90 % de ses revenus, c'est-à-dire de l'ordre de 1 540 $. Mais le père de Joanne et Jim est à la maison. Il ne reçoit plus d'assurance chômage. Il doit vivre de l'assistance sociale et il reçoit 748 $, ne tenant pas compte de subventions. Pourquoi est-ce que le gouvernement provincial fait de la discrimination selon l'endroit où vous êtes blessé? Pourquoi est-ce que les deux personnes ne reçoivent pas le même montant? Monsieur le Président, nous parlons encore une fois de deux programmes différents. Il y a eu des discussions importantes et je me souviens quand on discutait des changements apportés à la loi sur les indemnisations aux travailleurs blessés, on disait qu'il devrait avoir le même programme pour les gens blessés, qu'ils soient des blessures, qu'il s'agisse des blessures subies à la maison ou au travail. Je pense qu'il s'agissait là d'un point valable. À ce moment, le programme de la Commission des accidents du travail est financé entièrement par les employeurs et l'autre programme est financé par
les impôts que reçoit la province. Je voudrais dire à mon collègue que le montant de l'argent qui vient du programme d'assistance est calculé d'après les besoins, tandis que celui de la Commission des accidents du travail est calculé d'après les revenus. Il s'agit là de deux programmes différents. Nouvelle question, le député de Cochrane Sud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Industrie, aussi connu sous le nom du ministre responsable de la désindustrialisation de la province. Vous avez fait très bien parce que vous avez eu des bons résultats avec les députés du Parti conservateur. Est-ce que le député veut bien s'asseoir? À l'ordre. Order. Would the two members for Cochrane contain themselves? Est-ce que les deux députés de Cochrane veulent bien se contrôler? Je voudrais rappeler aux députés que c'est mieux de ne pas pointer du doigt, mais de diriger vos questions par l'intermédiaire du président. Le député de Cochrane Sud, je voudrais poser une question au ministre de l'Industrie à propos des licenciements dans les industries et des ressources de la province. Je sais qu'il y a d'autres licenciements de l'ordre de 90 emplois de perdus à Ontario Paper Industry à Thorough et d'autres usines encore. Est-ce que le ministre a l'intention de rencontrer les représentants de la compagnie? Quand est-ce qu'il a l'intention de le faire et qu'est-ce qu'il va faire pour protéger les emplois? Est-ce que vous parlez de Ontario Paper? Je voudrais dire que, tout d'abord, nous sommes très inquiets chaque fois qu'il y a des emplois de perdus. En ce qui concerne le Ontario Paper Company, il avait dit que dans une période de 1 an, ils vont remercier 90 personnes. À présent, dans ce cas, le président de la compagnie m'avait téléphoné et m'a invité à discuter de cette question avec lui. Et nous allons continuer à dialoguer pour trouver quelle aide on pourra fournir. Vous n'avez pas répondu à la question. Vous n'avez pas dit ce que vous allez faire pour aider les employés. Et je trouve que c'est très ironique que le président de la compagnie doit vous téléphoner. Vous n'allez pas les appeler vous-même. Nous avons vérifié avec un certain nombre de compagnies dans le nord de l'Ontario qui ont annoncé des licenciements éventuels, y compris dans la circonscription de Cochrane Nord. Nous avons contacté des présidents de ces compagnies et pas un seul n'a été contacté par vous au cours des 3 derniers mois après avoir annoncé des licenciements. Pourquoi appliquez-vous le principe de 2 poids, 2 mesures? Pourquoi est-ce que vous êtes si intéressé à représenter la compagnie de Goodyear et le représentant des travailleurs à Toronto, alors que vous ne voulez même pas parler aux représentants dans le nord de la province? Ministre, Monsieur le Président, je crois que le député avait posé une question semblable au ministre des Richesses naturelles hier et il a reçu une excellente réponse. Je peux vous dire que ce ministère et le ministère des Richesses naturelles et ce gouvernement ont été en contact avec les gens du nord de l'Ontario. Vous savez que nos représentants dans le nord de l'Ontario ont été en contact. Des gens de mon ministère, le ministre des Richesses naturelles, les ont rencontrés cette semaine et nous allons les rencontrer encore une fois la semaine prochaine. Question de privilège, c'est que le ministre a déclaré quelque chose que nous savons qui n'est pas vrai. Il n'a pas rencontré un seul président. À l'ordre. Après ce point de vue, nouvelle question, le député de Welland-Thorough. Monsieur le Président, je voudrais
continuer dans la même lignée, je voudrais parler des remerciements à Ontario Paper Company à Thorough. Le ministre la compagnie a dit qu'ils vont cesser les opérations, l'exploitation de sulfite dans 1 an. 90 personnes vont perdre leur emploi. Ils ont déclaré qu'ils vont fermer l'usine à moins de pouvoir vendre leur usine. Compte tenu du fait que cette compagnie avait reçu 320 millions de dollars il y a 5 ans, 21 millions des contribuables de la province, et compte tenu du fait que tout ministre prudent va suivre de près les politiques d'emploi de la compagnie, je me demande si vous pouvez nous dire qu'au moment où vous avez appris la décision de la compagnie, qu'est-ce que vous avez fait? Je remercie le député de sa question. Je sais quand le président m'avait contacté hier ou avant-hier, il avait aussi dit qu'il avait contacté le député. En ce qui concerne l'usine de produits chimiques, ces licenciements ne sont pas définitifs. Il y a un acheteur éventuel et le ministère chercher d'autres acheteurs éventuels et j'espère qu'on peut trouver un acheteur afin de sauvegarder ces emplois. Je trouve que c'est un peu difficile que le ministre ne sait pas qu'il y a une décision qui a été prise. Ils ont annoncé il y a 1 an qu'ils étudiaient la possibilité de fermeture de cette usine. Vous devez le savoir parce que le président de la compagnie vous avez contacté, tout comme il m'a contacté. Pour ma question supplémentaire, Monsieur le Président, je voudrais rappeler le ministre qu'il y a la possibilité de sauver plus de 2 tiers de ces emplois. Dans le cas contraire, si la vente de cette usine de produits chimiques est approuvée, si vous voulez bien intervenir afin d'assurer que cet accord est conclu afin qu'on puisse sauver ces 225 emplois, Monsieur le Président, comme j'ai indiqué, je crois que le Président aurait eu la courtoisie non seulement de vous téléphoner, mais téléphoner à moi, et je crois qu'il a aussi téléphoné à M. Bradley. Je dirais, comme le député est au courant qu'il y a un acheteur possible, il espère qu'il va y avoir d'autres acheteurs avec qui on pourra parler afin de pouvoir les aider. Nouvelle question? Je n'ai pas parlé d'espoir. Je voulais savoir ce qu'il... Avez-vous une question? Une nouvelle question? Le député de Sudbury. Monsieur le Président, la question s'adresse au ministre de l'Industrie et du Commerce. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi son gouvernement est prêt à faire venir le comité exécutif de Goodyear devant un comité de cette Chambre, mais vous n'êtes pas prêt à demander à Bill James de Falcon Bridge de se présenter? Falcon Bridge qui a remercié 500 personnes et compte tenu des douleurs que cela va infliger à Sudbury. Bien sûr, cette question a été soulevée dans plusieurs occasions et encore une fois, nous sommes très inquiets de la perte de ces emplois à Sudbury et nous allons faire tout ce qui est possible de faire pour sauvegarder ces emplois. Monsieur le Président, il est évident que ce gouvernement applique le principe de 2 poids, 2 mesures. Une série de règles pour le sud de l'Ontario et à Toronto et une autre série de normes pour le nord et Sudbury. À Londres, je crois que nous allons attendre jusqu'à ce que la situation se calme. Je ne pense pas qu'il y ait qu'on ait entendu ce que vous avez dit. Voulez-vous bien répéter votre déclaration brièvement?
Je m'adresse au ministre de l'Industrie et du Commerce. Il y a bien sûr 2 poids, 2 mesures ici. Vous dites que les remerciements à Toronto doivent être justifiés, alors que dans le Nord, on dit que c'est dû à la concurrence mondiale. Quand allez-vous commencer à défendre les intérêts de la population du nord de l'Ontario et en particulier pour la population de Sudbury? Monsieur le Président, je crois que nous défendons les intérêts du nord de l'Ontario et nous allons continuer de le faire. Je comprends aussi qu'il y a eu une réunion convoquée il y a quelques semaines et que vous, les députés de Sudbury, n'étiez même pas présents. Je comprends aussi qu'il devait y avoir un accord pour une autre réunion et encore une fois, vous avez brillé par votre absence. Je voudrais tout simplement vous dire que nous sommes très fiers de ce que nous avons fait pour l'Ontario où il y a l'un des taux de chômage le plus faible au Canada. Et nous allons continuer, nous allons œuvrer afin que cela devienne une réalité pour le nord de l'Ontario. Nouvelle question. À l'ordre. Au terme de quel règlement? Ce n'est pas vrai quand il dit. Ce n'est pas la vérité ce qu'il dit. À l'ordre. Je voudrais avertir tous les députés que nous serons peut-être en mesure d'arrêter les débats afin de permettre aux choses de se calmer. J'ai dit peut-être nous devons le faire. À l'ordre. Une nouvelle question. Le député de York Sud. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Logement. Je voudrais lui poser une question à propos du logement des personnes handicapées. Je voudrais d'abord lui parler du programme de rénovation de maisons. Je me demande si le ministre peut expliquer comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de nouveaux financements à ce programme au cours de ces dernières années et pourquoi la subvention maximum de 4 000 $ n'est disponible que pour les gens qui touchent 6 000 $ par an. Est-ce que le ministre peut expliquer ces deux faits? Monsieur le Président, le programme de rénovation des maisons de l'Ontario vous dit qu'il n'y a pas eu de nouvel argent injecté dedans il y a 3 ans. En fait, il y a 3 ans, cet argent était aux mains des municipalités et n'était pas utilisé. Ce que nous avons fait, c'était contacter ces municipalités et nous leur avons dit qu'il faut absolument utiliser cet argent. Si vous ne le faites pas, à ce moment, nous allons le déplacer. Il y a eu beaucoup d'activités au cours de la dernière année et l'argent qui était entre les mains des municipalités a servi et a entraîné de très bons résultats. En ce qui concerne le deuxième point, Monsieur le Président, le salaire minimum de 1 600 a été augmenté et nous sommes en train de l'étudier. Question supplémentaire. Je voudrais poser une autre question au ministre. Il s'agit d'un de mes mandants qui est venu me voir, c'est Lorraine Petrou, qui est mère de 4 enfants. Sa fille aînée de 13 ans souffre de spina bifida. Elle doit se déplacer en fauteuil roulant. Cette dame et sa famille habitent dans une maison dans mon comté et ils ne peuvent pas obtenir un ascenseur
Par conséquent, la mère doit transporter sa fille sur les escaliers presque toutes les 3 ou 4 heures. Je me demande comment le ministre peut expliquer comment, en Ontario, en 1986, une telle situation peut persister et comment est-ce que son ministère a l'intention de traiter les problèmes qui touchent les handicapés et comment ça se fait que ce problème dure depuis des mois et on n'a pas eu de résultats jusqu'à présent. Monsieur le Président, en ce qui concerne la méthode utilisée par le gouvernement pour le logement des handicapés, nous avons aussi un ministère qui est responsable des personnes handicapées. Et Monsieur le Président, l'honorable député me donne l'impression qu'on ne fait absolument rien dans le secteur privé, qu'il n'y a rien dans le programme de logement. Dans notre programme de logement, il y a des dispositions pour aider les handicapés. C'est malheureux que cette personne dont vous parlez doit monter et descendre les escaliers afin de pouvoir régler ce problème. J'espère que d'ici 1 an ou 2, nous allons régler ce problème. Je sais que ce n'est pas assez vite pour vous, mais c'est le mieux que nous pouvons faire. Nouvelle question, le député de Cochrane Sud. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question qui s'adresse de la désindustrialisation de l'Ontario. Le ministre vient juste d'indiquer que le taux de chômage dans le nord de l'Ontario est de 13 %. Ce même ministre a dit que cela est ce que le gouvernement fait. Monsieur le Président, rappel au règlement, j'ai dit que le taux était de 6,9 % et que nous espérons le faire baisser au niveau du taux qui existe dans le sud de l'Ontario. Supplémentaire, ce ministre a dit qu'il était fier de l'effort fait par son gouvernement et du taux de chômage de 15,4 % à Sault-Sainte-Marie, 10,6 % à Sudbury et 13 % dans le nord de l'Ontario. Vous venez juste de le dire, vous avez dit que vous étiez fier. J'aimerais savoir pourquoi, comme on a indiqué à Sudbury, que vous avez 2 normes, une pour le nord et pour le sud, et vous l'avez déjà indiqué plus tôt par rapport à ce qui s'est passé à Goodyear, et vous avez refusé d'indiquer aux personnes de Sudbury que vous avez refusé donc de faire quelque chose pour aider pour leur emploi. Pourquoi avez-vous 2 normes? Nous n'avons pas de normes. Nous essayons de corriger certains problèmes que vous n'avez pas corrigés pendant 42 ans. Je dis bien 42 ans. Je puis sincèrement vous dire que cette province n'a jamais connu tant de croissance industrielle pendant cette année et demie qu'elle n'a connue autrefois. Et ce que nous avons l'intention de faire, c'est de faire plus pour le Nord et de pouvoir nous assurer que le Nord aussi ait sa part d'industrie. Maintenant, pour ce qui est des rencontres avec la population de l'Ontario, nous les avons rencontrées et nous avons l'intention de continuer à les rencontrer. Non seulement ce ministre est responsable de taux qui existent, donc de chômage dans le nord de l'Ontario, mais il est responsable également de la situation industrielle qui existe dans le nord de l'Ontario. Nouvelle question, le député du lac Nipigon. Oui, je m'attendais à votre question, j'attendais votre question, mais vous n'en veniez pas à vous. Alors, posez votre supplémentaire. Je pose ma supplémentaire au ministre qui est si fier de l'état du secteur de richesse naturelle dans le nord de l'Ontario. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que les cadres supérieurs de Falcon Ridge ne sont pas obligés de venir en comité comme on demande à Goodyear de le faire ici? Monsieur le député, Monsieur le Président, le député a des mauvaises opinions. Si vous étiez plus souvent ici, peut-être que vous seriez plus en mesure de veiller aux intérêts du Nord. Nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports et de Communications. Merci, Monsieur le Président. Oui,
Monsieur le ministre des Transports et Communications, c'est mon dernier recours que je viens vous voir aujourd'hui, cet après-midi, parce qu'il y a eu au moins 10 décès sur les autoroutes 11 et 17. Comme je vous l'ai indiqué autrefois, la qualité des maintiens des autoroutes était soit déplorable, voire même inexistante. Et je demande au ministre de prendre la responsabilité ici afin que votre ministre fasse quelque chose au carnage qui existe dans diverses régions. Parce qu'on pourrait même dire que le gouvernement a les mains tachées de sang, en quelque sorte. Qu'est-ce que le ministre a l'intention de faire pour mettre fin à ces morts inutiles? Merci, Monsieur le Président. Je puis assurer que le député du Nord que nous nous préoccupons du sort des personnes qui usent les routes, qui utilisent les routes du Nord aussi bien que celles qui utilisent les routes du Sud. Je suis au courant de la situation que vous venez de présenter. Les statistiques, je les ai déjà vues. Nous essayons d'obtenir les détails de la nature de ces décès. C'est pourquoi on a pu voir que, dans le fond, la condition des routes avait très peu à voir avec ces décès, comme on l'a déjà indiqué. Mais jusqu'à ce que je puisse vous indiquer exactement les heures, la condition de route et tout autre facteur concernant ces accidents et ces morts, je ne formulerai pas de réponse précise parce que je n'essaierai pas maintenant d'expliquer la raison de ces 10 décès dont vous parlez aujourd'hui. Dès que j'ai ces renseignements, je vous remettrai ces renseignements et je puis vous assurer que le niveau des qualités d'entretien des routes dans le Nord ne feront pas l'objet d'un compromis parce que nous avons les mêmes normes pour le Nord que pour le Sud. Supplémentaire, le député de Algoma. Est-ce que le ministre est au courant qu'étant donné les résultats du programme de restriction de l'ancien gouvernement en dollars réels, l'expansion de votre ministère, tant au point de vue du capitaux et de l'entretien, a baissé au cours des dernières années. Le ministre sait-tu que les patrouilles maintenant sont beaucoup moins longues qu'elles n'étaient autrefois et qu'en cas d'intempérie, personne ne se retrouve sur les routes des personnes officielles. Il s'entend seulement après ces personnes se retrouvent sur ces routes. Êtes-vous prêt à promettre à cette Chambre que vous allez augmenter les services offerts pour l'entretien des routes de l'Ontario et surtout pour les plus petites routes du nord de l'Ontario? Monsieur le Président, il n'y a personne qui est plus au courant de cette situation que moi, surtout pour ce qui est de la réduction des fonds de l'ancien gouvernement qu'il affectait à ce ministère. Pendant 11 ans, comme le député le sait bien, ce ministère avait droit à des fonds élevés et ensuite on a coupé ces fonds à l'équivalent de 5,6% du budget, ce qui est très bas. Par contre, maintenant, depuis que ce nouveau gouvernement est là, nous avons augmenté la part du budget consacré à ce ministère à 7%. Et je fais tout ce qui est en mon possible de faire pour ce qui est de l'entretien et de la qualité des routes. Nouvelle question, député de Sarnia. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question qui se pose au ministre de l'Industrie qui est fort occupé. Il y a bien un an, sinon plus, Monsieur le Président, j'ai parlé avec vous et le Premier ministre ici pour ce qui est de l'élimination progressive du tétraéthyle ou du plan tétraéthyle dans les industries de Sarnia. Et je suis étonnée de voir que le ministre n'a rien fait, soit pour des programmes de formation ou encore une forme de capitaux vis-à-vis de cette situation. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait pour aider cette usine? Oui, il faudrait que j'obtienne une mise à jour pour ce qui est de cette question et je suis fort prêt à faire ceci. Oui, vous serez fort content de le faire, mais si j'ai bien compris, le bureau du Premier ministre a essayé de rejoindre l'usine parce qu'on s'attendait à ce que cette question soit soulevée en Chambre. Et d'après ce que j'ai pu voir,
personne au sein de votre ministère au cours des 12 derniers mois n'a rien fait pour essayer de sauver ces 155 emplois dans cette usine? Quel genre de confiance est-ce que les employés de cette plante-ci et de Goodyear peuvent avoir en vous si, dans le fond, vous ne faites rien pour garder leur emploi? Eh bien, Monsieur le Président, je vous indique que je vais vérifier la situation et que je remettrai ces données aux députés. Le député de Hamilton East, s'il vous plaît, vous voulez bien poser votre question? Le ministre de l'Énergie, ma question s'adresse à lui. Le ministre de l'Énergie ne sait peut-être pas que les employés administratifs de l'administration de Hydro-Ontario ont fait une demande d'accréditation pour le syndicat. Ils sont au nombre de 65 000. Au cours de la période de déclaration des députés, il semblerait que Hydro-Ontario plutôt a demandé l'exemption de 1 500 employés. Est-il vrai maintenant que Hydro-Ontario s'est présenté auprès de ce conseil pour demander l'exemption de 3 100 personnes? Monsieur le Président, je suis certainement au courant de ce qui se passe pour ces employés à Hydro-Ontario pour ce qui est de l'accréditation dans un syndicat. Et je sais également que Hydro-Ontario a présenté au Conseil du travail que certaines personnes devraient avoir le droit ou non d'être syndiquées. Par conséquent, en guise de réponse à la question du député, on va prendre une décision concernant ces 6 500 employés et non 65 000 de Hydro-Ontario. Je me demande si vous pourriez écouter de près. Pendant 81 ans maintenant, tous ces 6 500 ou 6 400 personnes ont droit à un contrat intérimaire qui, dans le fond, tient compte déjà de quelques 2 500 exclusions. On a le droit de mettre sur pied sans préavis. Et il y a même un accord concernant 600 personnes. Pourquoi donc est-ce que Hydro-Ontario, qui a un contrat maintenant avec ces personnes, tout simplement parce qu'ils ont demandé la protection du Conseil du travail, indique que les droits que vous avez acquis hier, vous ne les avez plus aujourd'hui, et ceci à 3 100 personnes? C'est franchement une attitude tout à fait arrogante et très ridicule. Monsieur le Président, l'honorable député m'a posé la question à savoir si j'étais au courant de cette question. J'ai indiqué que oui, je savais ce qui se passait. Je savais qu'en ce moment, on discutait au Conseil de travail. Eh bien, lui, il doit savoir que d'après la loi sur les compagnies d'électricité ou d'énergie, qu'on devrait tenir compte de l'existence de cette loi dans cette situation. Et je ne comprends pas pourquoi le député me pose cette question, étant donné les données de cette situation. Le député d'Ottawa-Ouest. Monsieur le Président, j'ai une question qui s'adresse au ministre des Services gouvernementaux. Oui, récemment, le gouvernement a indiqué quelque chose de très surprenant, c'est-à-dire que 12 salles d'audience qu'on devrait avoir au Palais de justice d'Ottawa maintenant seront simplement au nombre de 8. J'aimerais savoir, et je cite, pourquoi elle a dit, c'est que d'après mes renseignements, on n'en a pas besoin tout de suite et on n'a jamais obtenu l'octroi pour les fonds pour ces 12 salles d'audience. J'aimerais savoir qui est responsable là-bas. Monsieur le Président, j'aimerais indiquer, Monsieur le Président, à mon collègue d'Ottawa-Ouest que le procureur général en a parlé. Oui, on en a parlé avec le président du comté de
du droit de Carleton. Et maintenant, la Ville d'Ottawa dispose de 27 salles d'audience, y compris 6 salles d'audience avec jury. Et on doit tenir compte de 3 cours. On a indiqué à l'Association de Carleton qu'en ce moment, on n'a pas la preuve que nous avons la capacité d'offrir les juges nécessaires pour desservir ces salles d'audience. On a demandé à l'association locale des juges de suivre de près l'utilisation de ces cours. Et si l'on voit que 27 cours ne suffisent pas, dans ce cas-là, l'espace de RAB de ce palais de justice sera transformé en salle d'audience supplémentaire. Le procureur général devrait savoir qu'avant que le nouveau palais de justice ne soit ouvert, cette semaine, il existait 7 salles d'audience et des cabinets de juges qui servaient donc pour certaines audiences en Cour suprême. Et donc, avec ces 8 cours au lieu de 7, cela ne va pas traiter ou résoudre le problème des retards des causes. J'ai pu rencontrer de façon régulière les communautés qui relèvent de qui traitent de ces questions, Et j'aimerais citer au procureur général, posez votre question supplémentaire. D'après la Société de droit de Carleton, il y a certaines remarques qui figurent dans le Citizen d'Ottawa. Personne de notre association savait qu'il existait une étude en octobre. Ma question au ministre est la suivante. Pourquoi est-ce que vous offrez aux citoyens de Ottawa-Carleton un service qui piètre dans un édifice qui n'est pas à la hauteur? Vous avez posé votre question à l'ordre. L'honorable député voudrait-il, s'il vous plaît, s'asseoir? Eh bien, Monsieur le Président, j'ai pu rencontrer M. Houston déjà plusieurs fois et j'ai été fort heureux de pouvoir le rencontrer parce que nous sommes des amis de longue date. Et lorsqu'on a parlé au téléphone récemment, je lui dirais que l'honorable député pense que nous devons nous rencontrer et voir qu'est-ce qu'il en pense. C'est vrai que l'honorable député n'a pas ces chiffres en ordre parce qu'il y a 27 salles d'audience et non 7 dans ces palais de justice. Autrefois, chaque salle d'audience traitait de certains genres de cas seulement. Et s'il y avait 8 salles d'audience pour la Cour suprême, c'était uniquement pour des causes de Cour suprême et de même avec les autres types de salles d'audience et autres types de causes. Il y a quelques 10 jours, ce genre de situation s'est terminé. Maintenant, nous avons 27 salles d'audience de plus haut calibre au Canada, à Ottawa plus précisément, et il semblerait que si 27 salles d'audience ne suffisent pas, nous avons les locaux nécessaires pour en construire plus si le besoin s'en fait sentir. Mais j'aimerais indiquer que nous n'avons pas l'intention de construire ou de fournir des salles d'audience qui ne s'avéreront pas nécessaires. Nouvelle question à l'ordre. Le député de Sudbury-Est. Question au Premier ministre. Récemment, au Comité des comptes publics, nous devions parler d'une motion en 20 parties concernant une enquête sur la EPA. Cette première motion demandait, entre autres, 37,7 millions de dollars que l'on devrait verser aux employés au nom de la Commission des accidents du travail. Les députés libéraux et les conservateurs ont demandé que l'on reporte la mise aux voix sur les motions ou la section 1 et 2 jusqu'à ce qu'on puisse établir toute la première ébauche. Et il semblerait que maintenant, ils sont plus prêts à appuyer cette motion alors qu'à l'époque, il était. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? J'aimerais indiquer à mon honorable député que je n'ai pas la moindre idée de ce qui s'est passé supplémentaire. Alors peut-être le moment est venu que le Premier ministre sache exactement ce que fait le ministre du Travail.
j'ai quand même compris, le ministre du Travail a exercé des pressions auprès de ses collègues pour que ceux-ci ne donnent pas leur accord aux deux premières sections de la motion et par conséquent qu'on n'ait pas des cliniques spéciales pour des travailleurs comme c'est le cas à Inco, Mansfield, Elliott Lake où les travailleurs sont morts et qu'on puisse avoir des cliniques avant que ces personnes ne meurent. Pouvez-vous nous dire pourquoi ils ont changé d'avis? Ils étaient prêts à appuyer ces sections alors qu'ils ne sont plus maintenant. Mon collègue propose une situation ici et je ne sais pas si elle est juste ou pas. Je ne connais pas les circonstances, mais je serai prêt à en discuter. Lorsque le ministre reviendra et je serai prêt à l'évaluer avec les députés ou les membres plutôt du comité et je divulguerai les renseignements à l'honorable député. Nouvelle question. Le député de Wentworth. Oui, ma question s'adresse au ministre des collèges et universités. Récemment, on a parlé d'une augmentation importante pour les institutions postsecondaires en Ontario. Est-ce que le ministre pourrait indiquer aux députés de sa Chambre quand est-ce que chaque institution saura quels fonds ils auront droit afin qu'ils puissent planifier pour l'avenir? Inaudible. Je suis heureux de voir que mon cher collègue a posé la question. Étant donné la manifestation de Toronto, personne ne s'est préoccupé de la question de l'éducation postsecondaire. Une révision des programmes va augmenter les fonds aux universités et collèges. Moi, je m'attends à ce que le Conseil des universités et collèges vienne me voir d'ici un mois ou deux. Et à ce moment-là, les universités sauront exactement comment ils auront les augmentations de fonds et ce sera ventilé d'après chaque université.